Alors, mon parcours, donc j'ai toujours été une matheuse, j'ai toujours adoré les maths, donc j'ai suivi les maths. Après mon bac, j'ai fait prépa maths physique en Tunisie, donc 2 ans de préparatoire, ensuite un concours national comme en France. Et j'ai intégré l'École nationale des ingénieurs de Tunis. Donc c'est la plus ancienne école en Tunisie, c'est une école réputée. On a aussi même des collaborations avec d'autres écoles en France, comme l'ENSTA, l'ENSTA ParisTech. Donc j'ai fait l'école d'ingénieur en spécialité traitement de signal et tout ce qui est IT. J'ai fait quelques stages en Tunisie, j'ai fait un stage en Chine en traitement de signal et en programmation. Et ensuite, mon dernier stage était un stage de recherche à Centrale Supélec Rennes, en France, où c'est là où j'ai découvert la recherche dans les laboratoires. J'ai découvert aussi l'IA conversationnelle, l'intelligence artificielle conversationnelle. Donc le sujet de mon stage était de concevoir un thérapeute, une sorte de thérapeute virtuel, qui comprend la langue, mais aussi les émotions. Et qui essaye donc d'interagir avec des personnes isolées ou des personnes âgées. Donc c'était ça le sujet de mon stage et j'ai adoré ce stage. Et donc j'ai poursuivi sur cette même thématique avec mon doctorat au DIMSI. Donc c'était un doctorat industriel, c'est-à-dire j'étais aussi ingénieure dans une entreprise spécialisée dans les chatbots. Et donc, ce qui m'a plu, c'est que mes recherches étaient appliquées directement au monde industriel et aux applications concrètes. Mon sujet de thèse était sur les émotions, sur comment modéliser des émotions dans les robots conversationnels, comment un robot peut comprendre l'émotion pendant une interaction et aussi exprimer de l'empathie pendant l'interaction. Moi, je pense que la santé est un très bon domaine où on peut explorer beaucoup de choses, notamment le panel d'émotions qui va s'élargir justement, où on doit détecter de l'urgence, voilà, on est vraiment sur des questions très délicates. Par exemple, aujourd'hui chez Zion, on a un callbot Covid qui est déployé pour tous les citoyens. Donc, si on appelle le ministère de la Santé, on tombe sur le callbot Covid et oui, très souvent, on peut faire face à des situations un peu délicates, des personnes qui se sentent isolées pendant le confinement. Et l'intelligence artificielle, oui, peut très bien, en tout cas, pas remédier à ça, mais essayer de transférer l'appel plus rapidement, préqualifier l'appel, comme ça l'agent humain qui reçoit l'appel, il sait que c'est une situation urgente et qu'il doit traiter avec délicatesse, avec empathie. Voilà, et j'espère qu'on va travailler encore plus dans ce domaine de santé. Alors justement, c'est là où pourquoi j'ai choisi Zion. Alors moi, je voulais pas faire de la recherche fondamentale, je voulais faire vraiment de la recherche appliquée. C'est ce que j'ai fait pendant mes 4 ans de thèse. Et c'est pour ça que j'ai eu, entre guillemets, un coup de foudre pour Zion, parce que c'est très rare aujourd'hui qu'une entreprise de la taille de Zion, donc c'est pas une très grande entreprise, même si on est 70 aujourd'hui, plus de 70, mais ça reste une petite entreprise, mais elle offre un environnement très propice à la recherche, à l'innovation. Donc aujourd'hui, on travaille sur des sujets concrets. Par exemple, si on a un projet client où il y a une nécessité d'intervention de la R&D, on le fait. Donc on travaille sur des sujets très concrets, mais aussi on a dans notre roadmap et dans notre organisation des moments où on se consacre vraiment à des questions très un peu plus abstraites, un peu plus liées à la recherche, comme par exemple l'éthique aujourd'hui est un sujet, donc l'éthique de l'IA, de l'intelligence artificielle, vu qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle elle prend des décisions, elle peut prendre des décisions. Je pense que c'est de la responsabilité des ingénieurs
et des docteurs, des gens qui travaillent dans ce domaine, de se poser la question qui est responsable de cette décision. Si elle prend la mauvaise décision, par exemple, qui en est le responsable, comment on peut anticiper des dérives, par exemple, soit de l'IA ou même d'autres personnes qui peuvent utiliser l'IA pour des fins pas très bienveillantes. Aujourd'hui, quand on parle d'émotion, par exemple, on peut parler de manipulation. Si on comprend bien une émotion, on peut manipuler cette personne. Et même si la question ne s'est jamais posée pour nos callbots aujourd'hui chez Zion, ce sont des questions qu'on doit anticiper. C'est de notre responsabilité d'anticiper ces questions-là et ces problématiques-là. Donc je pense que c'est pour ça que Zion fait exception, c'est qu'elle nous donne aussi cet environnement pour pouvoir questionner, pour pouvoir parler et même documenter ce genre de problématique qui n'est pas du tout liée à l'industrie, mais qui est un peu de l'ordre de la philosophie finalement. Déjà, pourquoi on fait ça chez Zion? Pourquoi on travaille sur les émotions? Donc, il y a deux axes. Donc, il y a l'axe analytics, c'est-à-dire on peut donner aujourd'hui à nos clients une vision sur quel est le comportement, quel est le ressenti de leurs clients. Est-ce qu'ils montrent plus de la colère? Est-ce qu'ils montrent plus de la frustration? Bien au contraire, ils sont plus satisfaits du service. Et donc, c'est vraiment entre guillemets un bijou pour les clients d'avoir des analytics en temps réel sur le comportement et sur le ressenti de leurs clients par rapport à un service ou par rapport à un produit par exemple. Les enjeux aussi, c'est comment rendre l'interaction avec la machine, donc avec les robots conversationnels, plus naturelle, plus fluide. Aujourd'hui, on a beaucoup de réticences, même si on a aussi beaucoup de success stories, mais on a aussi une sorte de réticence. Si la personne nous appelle pour un sujet très complexe, elle veut tout de suite parler à un humain. Elle demande à être transférée. Pourquoi? Parce qu'elle pense que le callbot, il ne va pas comprendre l'urgence de cette demande et il va peut-être comprendre tout ce qui est langue, donc il va peut-être comprendre la demande, mais il ne va pas comprendre l'état émotionnel de la personne, il ne va pas comprendre les impacts éventuels de ce qui s'est passé. Par exemple, j'appelle mon assurance pour un dégât des eaux. Je vais penser que donc c'est très urgent, je veux que ça soit réglé, je veux déclarer ce sinistre, mais je vais penser que ce callbot, il ne va pas comprendre l'importance et l'importance de ce qui s'est passé chez moi, il y a de l'eau partout. Et alors que nous, aujourd'hui, au sein du Zion Lab, on travaille sur ça justement, on veut que le callbot comprenne à quel point c'est urgent de déclarer par exemple un sinistre dégâts des eaux, à quel point c'est urgent de transférer rapidement, de faire la déclaration même en automatique, donc de pré-remplir le formulaire de déclaration de sinistre, etc. Donc voilà les enjeux, disons, industriels sur lesquels on travaille. Okay. Alors, tous ces films-là que j'adore montrent que oui, que l'intelligence artificielle peut un jour prendre la place de l'humain. Moi, je pense qu'on est très très loin de ça. Aujourd'hui, on fait de l'intelligence artificielle, notamment chez Zion, pour une tâche précise et pour accompagner l'humain, pour rendre le quotidien de l'humain, c'est-à-dire du collaborateur qui travaille par exemple dans les centres d'appel, de rendre son quotidien un peu plus épanouissant, d'essayer d'enlever toutes les tâches à faible valeur ajoutée, par exemple remplir une attestation, déclarer un sinistre, remplir un formulaire, toutes les tâches un peu répétitives qui ne nécessitent pas de l'intelligence humaine. On essaye de les automatiser, mais on n'a pas du tout l'objectif de remplacer l'humain. Je pense qu'on est vraiment très très loin de ça, même s'il y a
Oui, il y a des choses, il y a des articles aujourd'hui qui parlent d'intelligence artificielle, de Google, d'outils qui sont très puissants pour générer du texte, par exemple. Mais moi, je pense que ça reste dans les laboratoires de recherche, mais c'est très très loin du monde industriel et du monde concret. Alors, ces dérives-là existent, malheureusement. Mais ce ne sont pas des dérives qui sont liées à l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est l'homme qui a décidé de faire ça, donc d'utiliser l'intelligence artificielle pour, par exemple, pour la reconnaissance faciale, par exemple en Chine. Aujourd'hui, c'est un peu une polémique. Je pense que, justement, je pense que l'avance qu'on a en Europe et en France particulièrement, par rapport à ces autres acteurs comme la Chine, c'est qu'on est conscient, c'est qu'on se pose la question, et il y a des comités éthiques, il y a des comités scientifiques en France et aussi à l'international pour parler de ce genre de dérives et de les anticiper. Donc aujourd'hui, je ne m'inquiète pas du tout par rapport à ça, en tout cas en France et en Europe. Et je pense que c'est un pas qu'on a en avance par rapport aux autres pays qui, aujourd'hui, ils ont utilisé l'intelligence artificielle d'une manière très ouverte, donc sans aucune contrainte. Et de plus en plus, aujourd'hui, la question se pose et donc ils vont réduire, ils sont obligés, finalement, de réduire ces activités-là et ce spectre d'activités-là, parce que justement, il y a des questions éthiques qui se posent et il y a les droits de l'homme, enfin voilà, il y a des organisations qui sanctionnent ces pays-là et ces usages-là. Alors oui, je connais cette industrie, c'est un peu les jobs d'étudiants. Alors moi, j'en ai pas fait, mais je connais des gens qui ont fait ça pendant quelques mois, pour arrondir les fins du mois. Ce n'est pas identifié comme une filière d'avenir, justement parce que le quotidien d'un agent dans un centre d'appel n'est pas très agréable, disons, en tout cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'objectifs liés à la quantité et non pas à la qualité. Et j'espère qu'avec les outils qu'on fait par exemple chez Zion, on aura moins cette pression et que le collaborateur se sente mieux. On travaille vraiment beaucoup sur l'expérience collaborateur aujourd'hui chez Zion. Même si on a beaucoup travaillé sur l'expérience client, mais aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur l'expérience collaborateur. Pourquoi il y a beaucoup de turnover dans les centres d'appel en France ou en Tunisie ou ailleurs, parce que justement les tâches qui sont données ne sont pas très épanouissantes. Et aujourd'hui on essaye de rendre ce quotidien un peu plus agréable, et donc la personne, elle peut se projeter dans un centre d'appel, elle peut se dire je peux faire carrière dans un centre d'appel.